Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez, n'est-ce pas, de répondre à des sujets d'actualité. Vous savez que le football charrie beaucoup de passion et il va de soi que lorsqu'on peut apporter un certain éclairage à l'opinion publique, nous sommes toujours disponibles, même quand parfois ce qu'on dit peut parfois déplaire. Mais vu de go, je puis simplement dire qu'il faut remettre des choses dans leur contexte. Le ministre est monté au créneau dans un cadre bien précis. Il est monté au créneau suite à l'élimination, on pourrait peut dire peu glorieuse, des Lions indomptables à la CAN, au 8e de finale. Et il a choisi un cadre qui n'est pas anodin, celui de communiquer lors d'une émission très courue, Président Actu, à la chaîne nationale. Et au cours de sa communication, pendant cette communication, on va laisser le premier volet qui concernait sa prise de position en tant qu'agrégé en droit relatif, n'est-ce pas, à sa prise de position par rapport aux problèmes auxquels le président de la République avait été confronté sur un territoire étranger. Il a éclairé déjà les Camerounais par rapport à la posture d'un pays ami qu'est la Suisse et ce que pouvaient encourir nos compatriotes qui ont manqué de respect à notre chef de l'État. Mais pour en venir directement donc, au deuxième aspect de sa communication, lorsque le journaliste lui a parlé des Lions indomptables, on peut retenir que le ministre des Sports, comme tout citoyen camerounais, a constaté que les Lions indomptables manquaient d'allant. Il a évoqué les problèmes d'éthique au sein de la tanière et il a donné le sentiment de maîtriser parfaitement tous les problèmes qu'il y avait au sein de cette équipe. Et je crois qu'il a même cité que ceux qui étaient à la CAN, des rapports sont revenus vers lui. Ça veut dire qu'il a assez d'éléments objectifs pour pouvoir porter des jugements et pour analyser de manière globale la prestation des entraîneurs. Il a fait une analyse technico-tactique pour souligner les manquements que nous tous nous avons constatés. Et il a dit qu'au-delà de cette contre-performance et qui nécessitait un chamboulement non seulement du staff technique pour donner l'opportunité à d'autres de pouvoir prendre la main, qu'il fallait que les choses changent dans toutes les sélections. Et justement, donc, lorsqu'on parle donc de commission éthique, je crois que le lendemain de sa communication, la fédération a effectivement limogé l'entraîneur et hier, la commission éthique a été effectivement installée. Ce qui veut dire qu'il est en train de passer la parole aux actes. Mais nous autres qui sommes anciens joueurs, anciens internationaux, entraîneurs de football, nous pouvons dire que le problème d'éthique ne concerne pas seulement les joueurs de football. Parce que qu'est-ce qu'on met dans l'éthique? Ça veut dire que le respect du drapeau, le respect de l'entraîneur, et le respect de la discipline. Autant de choses que le joueur se doit, n'est-ce pas, de prendre en compte pour faire une prestation respectable, honorable et que le drapeau du Cameroun ne soit pas bafoué. Si vous êtes joueur, vous êtes en sélection, il y a des histoires de mœurs qui sont évoquées. Ce n'est pas l'avantage des joueurs. Mais ces joueurs sont encadrés par, si je me permets la tautologie, par des entraîneurs. Pas même des membres du staff qui sont les représentants du ministère des Sports, les représentants de la Fédération camerounaise de football, et j'en passe, les représentants de la présidence. Si donc l'entraîneur dit les joueurs, voici la discipline qui doit régner dans le groupe, pas de sortie, pas de visite inopportune, mais que les membres du staff que je viens d'évoquer passent leur temps à faire du tourisme, et pour ne pas dire plus, ou comme, c'est pas moi qui le cite, c'était un ancien ministre, monsieur le ministre Zoa, avait souligné cela, qu'il y a certains membres de l'encadrement qui ne s'étaient pas comportés de manière digne lors d'une compétition en adoptant des comportements déviants. Donc,
quel exemple pouvez-vous donner aux joueurs si vous autres qui encadrez ces enfants n'avez pas un comportement respectable? Donc je pense que cette commission ne doit pas seulement se pencher sur le problème de comportement, d'éthique des joueurs et des entraîneurs, mais également doit se pencher sur le problème d'éthique de manière globale. Que peuvent faire les joueurs? Que peuvent faire les encadreurs directs que sont les membres du staff technique? Et comment doivent se comporter ceux qui les encadrent en supra? Si tout le monde regarde la même direction, eh bien, je crois qu'il ne devait pas avoir de problème. Et pour chuter, je pense que vous l'avez vu, la composition de cette commission, ce n'est pas seulement football. Il y a des membres des autres disciplines sportives, d'autres fédérations. J'ai pu voir un représentant du badminton dedans. Donc je pense que si le squelette, n'est-ce pas, de l'orientation de leur travail, je ne donne pas de leçons, est esquissé, je pense que ces 18 Camerounais, si je m'abuse, sauront sortir un document cadre sur lequel, n'est-ce pas, nous allons nous baser pour le futur, dans le futur, afin qu'il n'y ait plus de dérapage, quel qu'il soit. Votre question peut être ambiguë, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'étais membre de la commission ad hoc en charge de la réforme de la DTN et de la direction technique. Et fort de cette expérience, je puis vous assurer que nous avons lu le décret du 26 septembre 2014 qui normalise le fonctionnement des sélections nationales. Et je peux vous assurer que tout est dit. Tout est dit quant au mécanisme visant à gérer les sélections nationales, leur mode de sélection. Et je pense que dans un article, tu viens toujours l'alinéa 9, parce qu'il a causé beaucoup de débats dans cette commission, c'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football désigne l'entraîneur après avis favorable du ministre des Sports. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsqu'un entraîneur du Cameroun est finalement nommé, désigné par l'instance fêtière qui est la fédération, c'est qu'il y a eu l'aval du ministère des Sports, là où il y a eu l'aval du gouvernement. Et comme il y a une incidence financière, ça veut dire que le ministre des Sports s'est d'abord référé à la très haute hiérarchie afin que les conditions contractuelles soient acceptées, donc notamment le salaire. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'équipe nationale du Cameroun appartient, si je peux me permettre l'expression, au président de la République. Non pas au président Biya, actuel ou son prédécesseur, c'est au président de la République. La preuve, c'est un décret du président de la République qui organise cela. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que tout le processus visant à payer l'entraîneur Seedorf a eu l'aval de la base au sommet. Et si donc il a été décidé qu'il soit payé un an à l'avance, je pense que toutes les chaînes de responsabilité ont donné leur quitus. Vous connaissez l'administration du Cameroun et ce n'est pas une affaire d'une seule et unique personne. Donc pour répondre à votre question, s'il y a une enquête, oui, l'enquête devait donc se baser sur la question de savoir est-ce que le processus a été suivi dans toutes ses étapes jusqu'à la signature. Et lorsqu'on a payé cet entraîneur un an, c'est d'abord l'argent du contribuable. C'est-à-dire que c'est l'argent de l'État, contrairement en Europe, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai longtemps travaillé en Belgique. En Belgique, là-bas, c'est la fédération belge qui paye l'entraîneur grâce aux ressources générées par le football, c'est-à-dire sponsoring, marketing, merchandising. Or, en Afrique, c'est l'argent du contribuable qui permet aux entraîneurs, sélectionneurs, n'est-ce pas, d'être rémunérés. Je lance donc, s'il y a donc une enquête, l'enquête doit donc être faite au niveau de toute l'échelle de décision pour savoir qui a donné le quitus pour qu'on paye ces entraîneurs. Et une fois donc qu'on aura la réponse à cette question,
les responsabilités vont sauter d'elles-mêmes. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord donner mon sentiment de citoyen camerounais. Citoyen camerounais qui ne peut que promouvoir la compétence camerounaise. Ça n'a pas dit que je suis contre une expertise étrangère. Je vais vous donner un exemple, monsieur Zola. Si votre fils a le bac aujourd'hui et il veut aller faire des études en France ou en Belgique, on va lui demander dans quelle filière veut-il aller faire ses études. Si cette filière est déjà prodiguée au Cameroun, le visa ne lui sera pas octroyé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la France, la Belgique et les pays occidentaux limitent l'immigration dans leur pays par rapport à certaines donnes. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que si nous devons faire appel à des entraîneurs expatriés, il faudrait que ce soit des entraîneurs qui soient largement au-dessus de ce que de ceux qui sont déjà en place au niveau du Cameroun. Lorsque je vous dis, quand ceci est déjà dit, en se référant à mon expérience, pour ceux qui ne le savent pas, mon diplôme d'entraîneur UFAA, je l'obtiens en 1997. Qui étaient mes promotionnaires? Van der Elst, Vercotteren, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont les meilleurs joueurs belges de la Coupe du Monde 86, etc. Je donne que ces trois exemples-là. Ça veut dire que dans cette promotion, si on regarde et c'est vérifiable au niveau de la fédération belge, nous n'étions pas les derniers. Et j'ai commencé à travailler en Belgique dans des clubs de niveau inférieur. Mon plus grand grade, ça a été entraîneur adjoint. Pourquoi? Parce que justement, vous êtes étranger. Non pas parce que votre diplôme ne vous permettait pas d'entraîner en première division ou en deuxième division professionnelle, mais tout simplement parce que ces gens-là font le protectionnisme et encouragent leur cadre. C'est donc comme ça, après 3-4 ans, je me rends compte que je ne peux pas travailler au niveau qui correspond au mien par rapport à mon diplôme, que je suis venu ici au Cameroun. Et monsieur, comment il s'appelle, Esson Benga, me donna ma chance pour entraîner le Tonnerre. Et parallèlement, je créais justement ma structure Pyramide FC, qui a vu des joueurs comme Eric Matoukou, Eclore, etc. Et Mbia Stéphane, bien évidemment, qui m'a été quelque peu arraché par l'Acadie, où il est devenu international. Tout simplement pour vous dire que la compétence et l'expertise, elle est là. Elle est bien présente. Ce n'est pas ça qui fait défaut et qu'il faut faire le bon casting. Concernant des aînés dans la profession ou des collègues qui sont là, nous nous connaissons tous. Mais le véritable problème au Cameroun, il faut que les personnes soient mises à la bonne place. C'est-à-dire que, comme quelqu'un l'avait dit, je vais donner un exemple. Lorsque nous jouions dans notre équipe ancienne de Colombe de Saint-Milema, avec les Njomo et bien d'autres, on connaissait le 11 entrant. Parce que c'était comme ça. La valeur intrinsèque en football, elle est connue. Vous ne pouvez pas changer, c'est immuable. Les remplaçants sont remplaçants. Lorsqu'il y a match de football, l'entraîneur à notre époque, c'était Paul Bauken. Lorsqu'on mettait les 11 maillots au vestiaire, chacun connaissait son numéro. Le 1 savait que Zoff prenait son numéro, c'était, comment il s'appelle, c'était un ancien de canon qui est parti en canon après, etc. Et cette illustration fait état du fait que, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est exactement la même chose. Nous savons que tel est meilleur que moi, tel est deuxième, tel est troisième, tel est quatrième, tel est cinquième. Et je le disais dans un plateau de radio que si on appelle les entraîneurs camerounais pour se concerter afin de nommer ou de proposer à la hiérarchie des entraîneurs compétents à même de pouvoir assumer
la lourde tâche de conduire l'équipe nationale, il faudrait un consensus. Mais malheureusement, dans notre corporation, et je l'ai dit encore dernièrement, lors d'un anniversaire, le consensus est difficile à trouver au sein des entraîneurs camerounais puisque c'est chacun qui veut être là. Mais je pense donc que je renvoie donc la balle, n'est-ce pas, à la haute administration qui connaît les états de service de tout un chacun. C'est-à-dire que si les entraîneurs eux-mêmes ne peuvent pas donner les noms, ben, qu'eux-mêmes prennent leurs responsabilités pour savoir que tel est en mesure de faire telle ou telle chose, qui est en activité, qui est encore sur le terrain. Est-ce qu'au niveau, n'est-ce pas, de la sélection A, on peut faire appel à tel, voire au niveau des sélections inférieures. Il y a un gros panier d'entraîneurs, il y a un grand, comment dirais, il y a de nombreux entraîneurs, et je pense que le pas que l'administration, les administrateurs se doivent de faire, c'est de choisir la bonne personne. Alors, quand j'ai dit cela, ça veut dire donc que ce n'est pas un expatrié qui va honnêtement venir nous dire ce qu'il faudrait faire pour relancer le football camerounais. Je voulais justement vous dire, et ça tombe bien comme maintenant nous sommes en plein bureau exécutif de la Fédération camerounaise de football. La force du Cameroun dans le passé, ça a toujours été pratiquement une ossature de joueurs locaux. Je prends l'exemple de 82. Vous pouvez me donner les noms des joueurs de 1982 ? 80% étaient les joueurs du Cameroun. Bidarantes, Abega, Thomas Nkono et j'en passe. Le seul et unique professionnel, c'était Roger Mila et Jean-Pierre Toko. Je crois qu'il y en avait 4 sur les 11 titulaires. En 86, cette équipe joue là. En 84, ils gagnent. C'est toujours 80% de joueurs locaux. 86, ils font la finale de la Coupe d'Afrique, toujours où? En Égypte. 90, les Tato, Ebouele, Mbou, Kana, tous ces joueurs-là, 80% sont des joueurs locaux. Ça veut dire, quand vous me posez la question, ça veut dire que vous avez la réponse avec cet exemple. Et puis, pour terminer, dans la génération de 2000 à 2002, la majeure partie des joueurs qui ont constitué cette génération dorée, ce sont des joueurs qui ont été formés au Brasserie du Cameroun et à la KSA. Ça veut dire que la force du Cameroun, ça doit venir du Cameroun. Que les joueurs expatriés, non pas que nous faisons de la xénophobie vis-à-vis de nos compatriotes venus de l'extérieur, mais lorsque les joueurs sont du moule camerounais, ils ont plus faim, si vous permettez l'expression. Ils ont plus envie. Et la génétique du joueur camerounais qui a faim, c'est ça qui a toujours fait notre force, dans le sens où nous sommes un football combatif, un football physique, un football athlétique, un football avec un mental d'acier. Pour avoir ces caractéristiques-là, il faut être sur le pays, dans le pays, parce que vous savez que l'essor de votre famille passe par la réussite footballistique. Lorsque vous êtes déjà professionnel et que vous êtes multimilliardaire, je pense qu'il y a un déclic psychologique qui s'est fait dans la tête de ces professionnels et non plus envie de mouiller le maillot comme ceux qui ont envie de réussir. Alors, je réponds donc à votre question. Si j'étais entraîneur sélectionneur camerounais aujourd'hui ou dans le staff, je dirais à l'entraîneur sélectionneur, utilisons les bonnes recettes qui ont marché dans le pays et que l'on ne dit pas que dans un pays de 25 millions d'habitants, on ne peut plus trouver des taux de Roger Mila, de Tato, de Boilet, d'Ongoumou François, Sangmima, etc. De bien les rechercher, de les mettre dans les meilleures conditions au niveau du Cameroun et alors maintenant faire ce qu'on pourrait appeler un quota. C'est-à-dire, comme quand même les joueurs qui jouent à l'étranger sont dans les meilleures conditions de travail, ben, on pourrait faire un quota 60-40 ou 70-30. C'est-à-dire, minimum 30% de joueurs locaux doivent figurer dans les listes des sélectionneurs. Et je pense que ce sélectionneur-là, s'il utilise cet atout, il va réussir. Et enfin, à l'attention des présidents de clubs et même des dirigeants qui ne le savent pas. Est-ce que vous savez, M. Zola, lorsque un joueur camerounais de Coton Sport, de Tomiki ou bien de Colombe est retenu en équipe nationale, il y a des indemnités, il y a un manque à gagner qui est redistribué
à ce club. Cet argent peut être utilisé au développement du club et permettre l'éclosion de nouveaux joueurs. Donc, pour moi, pour clôturer et conclure, il faut un entraîneur qui soit étranger ou local, qui ait une éthique irréprochable. 2, que cet entraîneur ait encore des ambitions, c'est-à-dire qu'il est encore fin. 3, qu'il s'appuie sur des recettes qui ont marché par le passé. Et bien évidemment, que l'environnement, c'est de ça que je parlais quand on a parlé de la problématique de la commission éthique, que l'environnement autour de la sélection nationale soit, je dirais, saine, pour ne pas entrer dans les détails. Qu'il y ait moins d'influence des managers, moins d'influence des hommes politiques. Et je pense que cet entraîneur, quel qu'il soit, il peut incontestablement réussir dans sa mission et permettre aux Lions indomptables, n'est-ce pas, de regagner, n'est-ce pas, de faire de nouvelles conquêtes et faire sourire de nombreux Camerounais qui n'attendent que jubiler comme ils ont jubilé en 2017 et les 4 autres fois lors des différentes Coupes d'Afrique des Nations qui ont permis au Cameroun, n'est-ce pas, d'être installé sur le toit de l'Afrique.